Bonjour et bienvenue sur France 6. Il est actuellement midi et aujourd'hui un programme spécial est diffusé. En 1989, l'explosion de Tchernobyl a provoqué de nombreuses mutations, de nombreux cancers ainsi que de nombreux décès. Nous retrouvons notre invitée Zoé Legrand ici présente, puis Anna Guillon, scientifique sur le terrain, qui nous expliqueront comment la radioactivité nucléaire peut-elle avoir autant de conséquences sur les gènes humains. Bonjour Zoé Legrand. Bonjour. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il existe deux types de radioactivité. La radioactivité naturelle et la radioactivité artificielle. La radioactivité de base, c'est naturel. Ce sont des rayonnements inodores, incolores et sans goût. Chaque élément, comme la terre ou l'eau par exemple, sont constitués d'atomes ou bien d'assemblages d'atomes. Ces atomes, ce sont des molécules. Donc, il y a une grande majorité d'atomes qui sont stables, c'est-à-dire qu'ils restent identiques. Cependant, il y a une petite minorité d'atomes qui sont instables, c'est-à-dire qu'ils ont un excès de protons ou de neutrons, ou bien un excès des deux. Ces atomes, ils sont dits radioactifs. C'est-à-dire qu'ils ont la faculté de se transformer spontanément en d'autres atomes en expulsant des particules. Mais comment la radioactivité pénètre-t-elle dans notre organisme ? Alors, il existe plusieurs voies de transmission pour que les rayonnements ils viennent dans notre corps, dans le corps humain. Donc, par exemple, il peut y avoir la voie respiratoire ou bien il y a aussi la voie orale. Donc, si je vous donne un petit exemple très simple, il y a de la radioactivité présente sur de l'herbe quelconque. Il y a une vache qui va manger cette herbe. Cette vache va être transformée en steak et l'homme qui mangera ce steak va donc posséder dans son corps la radioactivité qui avait présente sur l'herbe. Mais comment est mesurée la radioactivité ? Y a-t-il des appareils spéciaux ? Alors, l'unité pour mesurer la radioactivité est appelée Sievert. Oui, il existe des appareils, il existe différents appareils qui vont... Donc, chaque appareil va mesurer une caractéristique différente de la radioactivité. Et y a-t-il une réglementation ? Oui, alors en France, la réglementation annuelle, elle est de 2 millisieverts par personne. Et comment a été découverte la radioactivité ? La radioactivité, elle a été découverte par le physicien français Antoine-Henri Becquerel en 1896 lorsqu'il faisait des recherches sur la fluorescence des sels d'uranium. Merci Zoé Legrand pour cet entretien sur la radioactivité naturelle. Nous retrouvons ensuite Anna Guillon qui nous parlera de la radioactivité artificielle. 32 ans après l'explosion de Tchernobyl, des scientifiques analysent encore le terrain radioactif au risque de leur santé. La journaliste Prune Gogne est allée à leur rencontre. Bonjour, nous voici à Tchernobyl, en Ukraine, à quelques kilomètres de la centrale nucléaire qui a explosé en 1989. Tout est détruit et il n'y a plus d'habitants. Nous rencontrons la scientifique Anna Guillon sur le terrain. Anna Guillon, qui a découvert la radioactivité artificielle et qu'est-ce que c'est ? Alors, la radioactivité artificielle est présente dans l'environnement depuis le XXe siècle. Elle a été découverte par les physiciens et chimistes Frédéric et Irène Joliot-Curie en janvier 1934. En plus de la radioactivité naturelle, nous sommes confrontés à des sources de rayonnement artificiel à cause des hôpitaux, des centrales nucléaires. Donc, cela permet d'affirmer que la radioactivité artificielle, elle est là à cause des activités humaines. Dans cette radioactivité artificielle, il y a différents rayonnements. Et ces différents rayonnements pénètrent différemment dans les matières. Pouvez-vous être plus précise ? Par exemple, les rayons alpha sont peu pénétrants. Ils vont s'arrêter à l'épiderme, première couche de la peau. Les rayons bêta, eux, ils vont aller jusqu'à l'hypoderme, dernière couche de la peau pour finir. Les rayons gamma, les plus difficiles à arrêter, vont pénétrer jusque dans les muscles. Les rayons gamma sont donc les plus dangereux ? Tout à fait, les rayons gamma sont les plus dangereux. Ils sont présents en très grande quantité lors d'explosions nucléaires comme Tchernobyl par exemple. Ils s'appellent aussi rayons ionisants. Pourquoi les appelle-t-on ainsi ? On les appelle ainsi car ils émettent des rayons d'énergie suffisante pour transformer des atomes en ions. Donc des ions, ce sont des atomes qui ont gagné ou qui ont perdu des électrons. Les rayons gamma sont donc capables d'arracher des électrons aux atomes. Cela peut donc rendre la matière instable et un atome qui est instable de nature ou bien après un contact à un rayon va chercher à se stabiliser en émettant différents rayonnements. Par exemple, je vous explique, le rayon alpha, il va perdre des électrons ou des protons. Lui, le rayon bêta va chercher à transformer des neutrons en protons ou bien des protons en neutrons. Et pour finir, les rayons gamma dont nous avons parlé tout à l'heure, les plus dangereux, vont émettre des photons qui sont des particules de lumière.
Et comment peut-on savoir si nous sommes confrontés à un taux de radioactivité trop élevé? Alors, il suffit de faire des tests, des tests médicaux. Donc, dans ces tests, on pourra vous faire des mesures afin d'évaluer à quel taux de radioactivité votre corps il est capable de supporter. Et après, sur le terrain qu'on étudie, grâce à des appareils qui mesurent différentes parties de la radioactivité, différents critères de radioactivité, on peut voir si le taux d'exposition, laquelle nous sommes confrontés, nous convient et pas trop important pour notre corps. Et comment se fait-il que certains rayons sont plus pénétrants que d'autres? Alors la pénétration des rayons dépend du nombre de neutrons qui la constituent. Les rayons gamma, ils possèdent beaucoup plus de neutrons que les rayons alpha et bêta. Donc, ils produisent une source plus importante d'énergie, ils sont plus pénétrants. La radioactivité, c'est la manifestation spontanée d'une réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau radioactif il se désintègre. Un noyau radioactif, il est donc instable. Et les particules gamma, elles réagissent qu'avec l'interaction d'un noyau ou bien d'un électron. Dans quelles conditions les particules gamma interagissent avec un noyau ou un électron? C'est là qu'intervient le phénomène de fission dans les centrales nucléaires. Effectivement, il faut savoir que la matière elle est constituée de minuscules entités. La matière elle est constituée de minuscules entités, donc les atomes. Ces minuscules entités, on les appelle les atomes. Et les atomes eux-mêmes sont constitués d'un noyau et d'électrons qui se forment très rapidement autour de ce noyau. Le noyau, il est constitué de protons et de neutrons. Dans une centrale nucléaire, comment ça va marcher? En fait, à la base, c'est un neutron qui va venir percuter un noyau. Et ce noyau va se diviser en deux. Sauf que le fait qu'un noyau se divise en deux est très difficile. Il n'y a que l'uranium 235 et le plutonium 239 qui peuvent se diviser en deux. C'est pour ça qu'il n'y a que ces éléments dans une centrale nucléaire. Et donc ce neutron va venir diviser en deux ces noyaux. Et quand ces noyaux seront divisés en deux, ils vont à leur tour dégager des neutrons. Ces neutrons vont alors aller péter d'autres noyaux et ainsi de suite. Donc cela, on appelle ça la réaction en chaîne. C'est ce qui se passe dans une centrale nucléaire pour produire de l'énergie. Car suite à ces divisions, il se produit un très grand dégagement d'énergie. Et donc après, dans les centrales nucléaires, pour contrôler tout ça, il y a des barres de contrôle qui absorbent les neutrons supplémentaires pour éviter qu'il y ait trop d'énergie de produite. Mais alors pourquoi une centrale nucléaire explose? Alors les centrales nucléaires elles peuvent exploser pour différentes manières. Donc par exemple celle de Tchernobyl, elle a explosé parce que ce sont les physiciens qui étaient à l'intérieur qui s'occupaient de cette centrale qui voulaient faire des essais et en faisant leurs essais ils ont dû réduire la puissance des réacteurs nucléaires. Et du coup, pour réduire la puissance dans ces réacteurs, ils ont dû changer le système de sécurité. Sauf que suite à cette baisse de puissance, les réacteurs ils se sont emballés. Ils sont beaucoup trop emballés. Du coup, il y avait plus de système de sécurité et ils ont pris feu. Ils ont été en ébullition. Ils ont pris feu. L'incendie il a duré 10 jours. Et pour éteindre cet incendie, les personnes à l'intérieur ont voulu mettre de l'azote, sauf que ça n'a rien fait du tout et ça a juste dégagé un gros nuage. Le nuage il s'est dégagé en Europe et au bout de 4 jours, le nuage était arrivé aux frontières françaises. Merci Anna Guillon. Merci beaucoup pour toutes ces informations Anna Guillon. Comme nous avons pu le constater, après l'explosion de Tchernobyl, le taux de mutation et de mortalité humaine a très fortement augmenté en peu de temps. La radioactivité nucléaire a donc un impact très important sur la santé humaine. Elisa Renard, biologiste en laboratoire, nous expliquera la conséquence de la radioactivité sur le corps humain au niveau de l'ADN, plus particulièrement au niveau des gènes. Bonjour Elisa Renard, pouvez-vous nous éclaircir sur ce qu'est l'ADN ? Bonjour, chaque cellule humaine sont constituées de 46 chromosomes, constitués eux-mêmes de 2 chromatides qui sont constitués eux-mêmes d'un ADN. Les ADN sont identiques d'une cellule à l'autre. L'ADN, en fait, c'est une molécule très fine composée de 2 brins complémentaires. Et les brins, en fait, sont constitués de nucléotides. Et les nucléotides sont composés d'une base complémentaire. Il en existe 4. C'est l'adénine, la thymine, la cytosine et la thymine. Et au total, notre ADN est composé de 3 milliards de bases.
De combien de nucléotides est composé l'ADN? Alors, en fait, le plus petit est composé d'1 millier de nucléotides et le plus grand de 2 milliers. Et d'autre part, en fait, les nucléotides, ils ne s'associent pas par hasard, mais par complémentarité. Par exemple, le nucléotide A et T ensemble et le nucléotide C et G ensemble. Et quel est le rapport avec les gènes? Un gène, c'est un fragment d'ADN. Un gène est composé d'une succession ordonnée de nucléotides qui sont appelés séquences et qui forment un message. Et en fait, un même gène, il peut exister en différentes versions, c'est ce qu'on appelle les allèles. Et les allèles ont des séquences très proches, mais elles ont aussi des différences entre elles. Et en fait, ça, c'est dû à l'origine au processus aléatoire qui modifie les séquences de l'ADN et qui crée des mutations. Et un brin, c'est à la base constitué d'atomes et d'électrons. Et lorsque les rayonnements ionisants, tels que les rayonnements gamma, traversent l'ADN, ils récupèrent les électrons. Du coup, ça provoque en fait des mutations et des cancers. Et en fait, ce sont les deux brins qui sont concernés. Il n'y en a pas qu'un des deux. Et pouvez-vous nous en dire plus sur ces mutations? En fait, nos cellules, elles fabriquent différentes protéines qui sont essentielles à la vie cellulaire et dont le plan de construction est inscrit dans nos gènes. Et en fait, lorsque un gène est abîmé, la protéine est modifiée ou alors plus du tout fabriquée. Et c'est pour ça qu'il y a des mutations. En fait, il faut détecter ces anomalies pour mieux soigner les maladies. Il est donc possible de détecter une mutation? Oui, il est possible de détecter une mutation de différentes manières. Par exemple, avec les puces ADN, donc là c'est une technique globale. Donc en fait, on va prendre un morceau de gène assez long et on va trouver une base on va essayer de trouver la base anormale parmi des milliers de bases. Et sinon, il y a la technique du séquençage. Donc c'est là, en fait, on lit et on compare base après base le texte d'un gène muté et celui d'un gène normal. Et on va essayer d'identifier la base qui est erronée. Voilà. Et quelle que soit la méthode choisie, il va falloir avoir un recueil d'ADN. Comment l'obtient-on, ce recueil d'ADN? En fait, ce recueil d'ADN, on l'extrait des globules de sang. Et en fait, lorsqu'il est extrait, l'ADN est coupé en morceaux grâce à des enzymes, donc ce sont des protéines. Et le gène, en fait, il va être coupé à des endroits précis. Et du coup, en fait, ça va dédoubler l'ADN et le brin d'ADN à ausculter va être doublé en milliers d'exemplaires. Et du coup, en fait, la détection de mutation, elle a toujours le même rôle, en fait, c'est détecter les risques ou alors détecter des maladies. Donc en fait, selon les scientifiques, l'exposition à la radioactivité est une cause de mutation ou de destruction des cellules. Par exemple, les rayons gamma, eux, ils ont une action directe sur l'ADN et du coup, ils peuvent provoquer des mutations ou des cancers. Et par exemple, la perte d'un nucléotide. Les effets sont-ils plus ou moins néfastes selon le taux d'exposition? En fait, c'est plutôt lorsque les expositions sont à forte dose. Parce qu'en fait, du coup, les cellules, elles détectent les mutations, elles essaient de les réparer. Les cellules, elles sont toutes équipées de systèmes de réparation. Du coup, en fait, elles détectent les anomalies et ensuite, elles les réparent. Mais parfois, quand il y a des fortes doses, certaines passent à travers le système de réparation. Et du coup, en fait, il existe plusieurs mutations ponctuelles. Donc, celles par délétion. Donc, c'est quand il y a perte d'un nucléotide. Celle par addition, donc là, c'est quand on rajoute un nucléotide. Et sinon, celle par substitution, donc ça, c'est quand un nucléotide est échangé. Et si les cellules ne sont pas correctement réparées, que se passe-t-il? Alors, lorsque les cellules elles sont mal réparées, elles deviennent alors des cellules mutées. Une cellule qui est atteinte d'une mutation elle va mourir et être remplacée ensuite. Et en fait, c'est le principe du système de réparation. Mais si une cellule mutée reste vivante, alors c'est là qu'elle sera par division successive à l'origine d'un clone cellulaire. Et en fait, chaque division produit une nouvelle génération cellulaire. Et un clone cellulaire, c'est un ensemble de cellules génétiquement identiques dérivant d'une cellule initiale par mitose successive. Et ces clones cellulaires sont des populations de cellules portant la même
la même mutation. Et après division, les cellules ont tendance à rester proches du tissu. Et du coup, cela entraîne un secteur mutant et qui peut atteindre la taille d'un organe entier. Et que se passe-t-il si nous sommes exposés à de plus faibles doses de rayons gamma? Si ce sont des plus faibles doses, mais à long terme, alors elles vont provoquer encore plus de mutations. Et en effet, si la cellule est exposée à une faible dose, alors la cellule détecte la mutation et seulement après une division. Et du coup, alors il y a 2 cellules mutées et le risque d'un cancer est beaucoup plus important. Voilà. Et le taux de mutation en fait, de l'ADN, il reflète donc les erreurs inévitables lors de la réplication ou de la réparation. Voilà, de l'ADN. Donc en fait, certains cancers sont d'origine génétique. La médecine a-t-elle des moyens pour prévenir ces cancers? Malheureusement non, la médecine n'a pas de moyen de prévenir un cancer, mais par contre elle peut prévenir les risques. Et en fait, plus la mutation elle intervient tôt dans l'organisme, plus elle sera importante en fait. Et les mutations, elles se produisent dans des cellules qui sont à l'origine des gamètes et qui sont appelées des mutations germinales. Et en fait, elles peuvent être transmises à la descendance. Et en effet, par exemple, une mutation qui est portée par un spermatozoïde ou un ovule dans les cellules œufs d'un fœtus, c'est ce qu'on appelle quand elles sont héréditaires. Donc si je comprends bien, certaines cellules peuvent être abîmées ou détruites. Oui, comme dit précédemment, en fait, les cellules, elles fabriquent des protéines qui sont essentielles à la vie cellulaire et dont le plan de construction est inscrit dans le gène. Lorsqu'un gène est abîmé, alors la protéine est modifiée ou plus du tout fabriquée. Et du coup, les cellules, elles ne fonctionnent plus normalement. Et du coup, elles sont mutées et les cellules peuvent aussi mourir. Que se passe-t-il au niveau des cellules mortes? Alors, en fait, s'il y a peu de cellules mortes, l'organe va les irradier. S'il y en a beaucoup, alors l'organe il va en laisser, il va pas pouvoir tous les irradier. Du coup, il va y avoir des symptômes tels que la perte de cheveux, la cataracte, des affaiblissements immunitaires. Et lorsque il y a énormément de cellules mortes, l'organe il peut rien faire. Et au niveau des cellules mutées? En fait, si les cellules mutées sont éliminées par le système immunitaire, alors l'organe ne sera pas affecté. Mais par contre, si elles ne sont pas éliminées, alors cela amènera à un cancer. Et en fait, les nouveau-nés, eux, pourront naître avec un organe en moins parce que l'un des parents avait été touché par des rayons gamma, enfin des rayons. Et du coup, en fait, on en conclut que en fait, ces rayons, ils sont très très dangereux pour les humains et que les fœtus, si l'un des parents a été touché par ces rayons, il est probablement touché lui aussi. Voilà. Merci Elisa Renard. Lors de son explosion, la centrale nucléaire de Tchernobyl a provoqué la dispersion de nombreux rayons dans l'environnement, dont les rayons gamma qui sont présents en très grande quantité lors d'une explosion et qui sont les plus dangereux pour l'homme. En effet, comme nous l'a précisé Anna Guillon, ils sont très difficiles à arrêter. Ils parviennent à récupérer des électrons de l'ADN lorsqu'ils le traversent. Les systèmes de réparation de l'ADN n'ont pas le temps de réparer toutes les cellules, elles sont donc mutées ou meurent, ce qui entraîne une mutation, un cancer ou la mort. Tchernobyl n'est aujourd'hui pas un site à visiter. C'était un programme diffusé sur France 6 et 12h30 et dans un instant les prévisions météo par Françoise Declercq. Bonne journée à tous.